Est-ce que t'as déjà regardé un animé où à la fin du dernier épisode, t'avais juste envie de rester assis là, sans bouger, sans rien dire? Moi, ça m'arrive rarement, mais 86 m'a fait ça. Le truc, c'est que cet animé, personne n'en parle. Genre vraiment personne. Et je comprends pas pourquoi. Parce que les gens qui l'ont vu ont tous la même réaction. C'était incroyable. Sans exception. Jamais quelqu'un m'a dit, moi, c'était bien. C'est toujours incroyable. Donc aujourd'hui, on va réparer cette injustice en voyant ce que 86 nous raconte vraiment, ce que ça dit de nous, et pourquoi ça mérite beaucoup mieux que l'oubli dans lequel il est en train de moisir. Alors, on commence par le décor. Et le décor dans 86, c'est pas juste un fond de tableau, c'est le vrai sujet de l'animé. Alors, en 2148, il y a un pays, la République de San Magnolia. C'est le genre d'endroit où t'arrives et tu dis « Ah ouais, c'est sympa ici. Propre, moderne, les gens ont l'air heureux. Génial !» Mais quand tu regardes les gens dans la rue, tu remarques un truc bizarre. Ils ont tous les cheveux blancs. Bon, pas grave, les goûts et les couleurs après tout, sauf que ce pays est en guerre depuis des années contre une armée de robots autonomes qu'on appelle la Légion. Des machines qui n'ont pas besoin de dormir, pas besoin de manger et surtout pas besoin de vivre pour continuer d'avancer, et c'est quand même plutôt pratique pour mener une guerre et pour les combattre. La République a trouvé une solution. Ils ont pris les gens qui n'avaient pas les cheveux blancs, les gens qui avaient des couleurs différentes, des traits différents, une origine différente, et ils ont décidé officiellement que ces gens-là n'existaient pas. Ils les ont appelés les 86 parce que le pays ne reconnaît que 85 districts, le 86e n'existe pas, donc les gens qui y vivent n'existent pas non plus. On les a mis dans des robots, des juggernauts, envoyés au front, et au reste de la population, on a dit que la guerre était menée par des drones autonomes. Pas de pilote, pas de mort, pas de mort, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Sauf que ça a un nom. C'est un génocide organisé, légal, et même applaudi. Et ça me fait personnellement penser à une époque très sombre de notre histoire, et grâce à ça, vous voyez à peu près à quel genre d'animé on a affaire. Et le premier génie de l'auteur Asato Asato, c'est qu'elle ne te construit pas un système sur de la haine pure. Les gens de San Magnolia ne détestent pas les 86, juste ils ne les voient pas. Et c'est infiniment plus effrayant parce que la haine, ça demande de l'énergie, ça demande de l'investissement. La haine, c'est presque du respect. T'as besoin de penser à l'autre pour le haïr. L'indifférence, elle, ne coûte absolument rien. Le deuxième génie de cet animé, c'est le point d'entrée. On entre dans l'histoire du côté blanc, du côté propre, du côté de ceux qui ont le droit d'exister en fait, avec Vladilena Mélisée, ou Lena, jeune major de l'armée, sortie de l'école militaire avec mention, fille d'officier. Elle a toujours pu s'intégrer parfaitement dans ce système confortable, sauf qu'elle sait ce qui se passe vraiment, et elle trouve ça insupportable. Donc on lui confie un escadron de 86, l'escadron Spearhead, les meilleurs pilotes que la République possède. Et Lena va prendre un rôle qu'on appelle handler. Un handler, c'est quoi? C'est un officier qui reste derrière dans son bureau avec une tasse de café, des collègues chiants, et qui coordonne les pilotes à distance via un système de communication neurologique appelé Parared. Tu vois leur perception, tu donnes des ordres, tu analyses la situation, tu es un peu le stratège. Mais jamais tu ne mets un pied sur le champ de bataille. La plupart des handlers font leurs 6 mois, cochent la case service rendu à la patrie et passent à autre chose. Ils ne demandent pas les noms, ils ne posent pas de questions gênantes, ils font leur job administratif qui est d'envoyer des enfants à la mort et rentrent chez eux. Lena ne veut pas faire ça. Dès les premiers contacts avec Spearhead, elle fait quelque chose qu'aucun handler ne fait jamais. Elle leur parle. Pas pour optimiser une tactique, non, pas pour gérer une urgence. Elle les appelle entre les batailles juste pour prendre des nouvelles, pour savoir comment ils vont, pour leur parler comme à des humains. Et au début, Spearhead la regarde arriver avec la méfiance de quelqu'un qui a vu défiler trop de handlers qui se la jouaient humain pendant 3 semaines avant de déconnecter définitivement. Pour eux, les gens aux cheveux blancs, ce sont des simples porcs. Des porcs blancs. C'est des gens qui profitent d'un génocide infantile en applaudissant depuis leur bureau. Alors quand l'un d'eux vient avec sa pitié et ses bonnes intentions, t'as juste envie de lui raccrocher à la gueule. Et c'est là que l'animé te plante le premier couteau. Parce que cette intention de Lena, elle est belle, vraiment belle. Lena est quelqu'un de bien, mais être quelqu'un de bien, ça suffit pas. Attends, je viens de me rendre compte que j'ai passé environ 5 minutes à parler de San Magnolia et de Lena, et je vous ai toujours pas présenté les 86 correctement. Ce qui est en soi exactement le problème que l'anime dénonce. Alors faisons exactement le contraire de ce que les porcs blancs font, et mettons des noms sur des visages. Premièrement, il y a Raiden. Grand, discret. Le genre de mec qui dit exactement ce qu'il pense, exactement quand t'as pas envie. Il y a Théo, qui rit trop fort pour quelqu'un qui a vu trop de morts. Il y a Anju,
douce, stable. Il y a Kurena qui cache sous son attitude de tsundere tout ce qu'elle n'arrive pas à dire. Et il y a d'autres 86, mais j'ai pas le temps de tous vous les présenter. Mais pour finir, il y a Fido, leur chien robot, leur mascotte. Le seul être dans cet animé qui aime sans condition et sans calcul. Ces gamins-là, le soir après les batailles, ils mangent ensemble, ils se disputent pour des bêtises, ils se racontent des blagues nulles, ils ont leurs rituels, leurs petites guerres internes, leurs running gags. Ce sont juste des enfants quoi, enfin, ils vivent pleinement même là. Et c'est pas un hasard que l'animé prend le temps de te montrer ça, parce que c'est la technique la plus importante de toute l'œuvre. Avant de te montrer ce que le monde leur fait, il te les donne à aimer, pour que quand le système les écrase, tu souffres avec eux. Pas de l'extérieur, non, de l'intérieur. Et pour que tu détestes le monde qui les fait souffrir. Et puis, il y a leur capitaine, Shin Ainozen. Shin, Undertaker. La première fois qu'on le voit, il a un pistolet à la main, et il tire froidement sur l'un de ses camarades mourants. Une balle dans la tête, sans hésitation, sans même changer d'expression. Mais pourquoi? Alors ouais, t'as l'impression de connaître ce type, le beau gosse ténébreux, mystérieux qui parle pas beaucoup. T'en as vu des dizaines dans des animés, et sauf que Shin, il est pas ténébreux pour faire beau. Après chaque bataille pendant que tout le monde rentre au camp, Shin repart seul dans le champ de bataille vide, et il cherche. Il cherche les plaques d'identification de ceux qui sont tombés. Pas parce qu'on lui a demandé, pas parce que c'est dans son protocole, non. Parce que dans le monde de 86, ces morts n'existent officiellement pas. Personne d'autre ne les cherchera, alors Shin les cherche. Pour leur offrir quelque chose qui ressemble à une sépulture. Et là, je dois te parler de son don. Shin entend les morts. Pas métaphoriquement, non. Pas comme une façon poétique de dire qu'il pense à eux. Réellement. Dans sa tête, il entend les derniers moments de chaque personne décédée à proximité, les dernières pensées, les dernières peurs, le dernier souffle. Et ça vient de la Légion, parce que la Légion ne fabrique pas juste des robots, non, elle absorbe le cerveau de ceux qu'elle tue. Elle les intègre dans ses machines pour leur donner de l'intelligence, de la mémoire, de la capacité à apprendre. C'est pour ça qu'elle est si difficile à battre. Elle grandit avec chaque mort qu'elle provoque. Alors quand un camarade de Shin est trop gravement touché pour survivre, Shin l'achève, avant que la Légion ne le prenne, et c'est pour ça qu'on le voyait tirer sur son camarade. Il ne voulait pas le voir dans le camp ennemi. Et c'est là que son surnom prend tout son sens. Undertaker, celui qui s'occupe des morts. Shin est construit sur une opposition que l'animé ne t'explique jamais, tu dois le sentir toi-même, la différence entre ne pas vouloir mourir et ne pas vouloir survivre. Mais il a arrêté de se battre pour sa propre vie, il se bat pour les autres désormais. Alors, les semaines passent, et quelque chose de discret se produit. Les appels de Lena entre les batailles, ils commencent à être attendus. Pas avec enthousiasme, pas avec chaleur, non, mais attendus quand même. Même Spearhead a ses habitudes maintenant, et Lena en fait partie malgré eux. Mais tout bascule quand Curse Blood tombe au combat. Une 86, une vraie. Quelqu'un que tu commençais à reconnaître dans le groupe. Et Lena, effondrée, s'excuse. Elle pleure. Elle dit qu'elle aurait pu faire quelque chose. Et Théo, aka Laughing Fox, lui dit en face ce que tout le monde pense sans le dire. Et là, t'as ce moment d'inconfort en tant que spectateur parce que Lena, t'as envie de la défendre. Elle est sincère, elle l'essaie vraiment. Mais en soi, Théo a raison. Lena souffre pour les 86, mais elle ne souffre pas avec les 86. Elle peut éteindre son para-raid et rentrer chez elle à la fin de la mission. Eux, ils ne peuvent pas. Mais Lena, elle entend le message. Et au lieu de se replier, au lieu de se vexer, elle fait quelque chose de simple, quelque chose qu'on oublierait de mentionner tellement ça paraît petit.
elles demandent leur vrai nom. Pas leur pseudo de combat, non, leur nom. Ceux qu'ils ont reçus à la naissance, ceux que San Magnolia a décidé d'ignorer, ceux qui font toute leur identité. Et ça, c'est symboliquement énorme dans cet univers. Parce que pendant des années, les handlers ont utilisé les pseudos. Undertaker, Laughing Fox, Reaper, des mots, pas des personnes. Et cette distance, cette petite distance administrative entre un nom de code et un prénom, c'est exactement ce qui permet au système de fonctionner. C'est plus facile d'envoyer Undertaker à la mort que d'envoyer Shina Inozen. Quand Lena demande leur vrai nom, c'est le premier moment où elle refuse vraiment de jouer le jeu du système. Pas avec un grand discours, pas avec une révolte, avec une simple question. Et de l'autre côté, Spearhead répond, et quelque chose change. Imperceptiblement, mais ça change. Et l'émission continue ainsi. Et à l'épisode 6, il y a un flashback. La première soirée de Spearhead ensemble. Ils étaient plus nombreux, beaucoup plus nombreux, et dans ce souvenir, il y a des visages que t'as jamais appris à connaître, parce qu'ils sont déjà morts à l'heure où tu regardes. L'animé te les montre en train de rire, de manger, d'exister, et tu sais pas leur nom. Parce que t'as pas eu le temps de les apprendre, parce qu'ils sont partis avant. C'est la technique la plus cruelle de tout l'animé, te montrer ce qui existait avant, sans te prévenir, pour que tu mesures exactement ce qui a disparu, dans le silence, sans musique dramatique, juste en comptant les visages qui manquent. Mais la vraie scène qui m'a personnellement mis une claque, c'est la fête de la Révolution. La grande fête nationale de San Magnolia, champagne, discours officiel, feu d'artifice sur la capitale, mais Lena se bat encore contre l'état-major pour les 86, et cette fois, elle obtient quelque chose de petit. Elle fait envoyer des feux d'artifice au camp Spearhead. Et pour un moment, juste un moment, t'as l'impression que ça va, que la vie peut ressembler à ça aussi. Et au lieu d'aller au grand gala, Lena préfère se connecter avec les Spearhead, et en particulier avec Shin. Et ce dernier va demander à Lena l'une des répliques les plus puissantes de l'anime. Et là, t'as envie de mettre pause. Parce que Shin qui parle jamais pour rien, Shin qui n'exprime rien, dans ce moment de beauté rare que Lena leur a offert, le seul moment de beauté peut-être depuis longtemps, il pose cette question-là. Est-ce qu'il sait que la mission qui les tuera approche ? Oui. À vrai dire, ils le savent tous. Est-ce que c'est une pique contre Lena ? Peut-être. Parce que les handlers, ça part, ça oublie, et ça passe à autre chose. Et les 86 ont vu ça trop de fois pour ne pas y penser. Mais c'est surtout, et c'est ça qui fait vraiment mal, une question sincère. Dans un monde qui a officiellement décidé qu'il n'existait pas, est-ce qu'il restera quelqu'un, quelque part, pour se souvenir qu'ils ont existé ? Que Shin a existé, que Raiden a existé, que Théo, Anju, Kurena, tous ces visages du flashback qu'on a vu rire, ont-ils existé ? Et Lena répond oui. Elle dit oui, et t'as envie de la croire, et en même temps, t'as ce nœud dans la gorge parce que tu sais pas si elle réalise vraiment le poids de ce qu'elle vient de promettre, parce que se souvenir de quelqu'un que le monde a décidé d'effacer, c'est pas juste de la mémoire, non, c'est un combat. Mais quelques jours après la fête, une nouvelle mission tombe. L'escadron Spearhead doit partir en mission en territoire ennemi. Loin, trop loin, sans soutien, sans retour possible. Le vrai message est transparent. La République veut se débarrasser d'eux proprement. Ces 86-là sont trop bons, trop lucides. Ils ont vu trop de choses, ils en savent trop. Alors on les envoie mourir là où personne ne les verra. Lena se bat contre ça, seule contre l'institution entière, et Spearhead accepte parce qu'ils ont compris depuis longtemps que dans ce monde, leur vie ne leur appartient pas. Et deuxième raison, ils veulent pas être comme leur bourreau, car s'ils refusaient de défendre la République, ils sacrifieraient des civils qui n'ont rien demandé, et ça, on est les seuls à le voir. Ce qu'ils sont vraiment, toute la beauté de leur acte, et ça fait mal, car on est impuissant face à ça. Et à ce moment-là, il reste seulement 5 survivants. Shin, Raiden, Théo, Anju et Kurena. Tous les autres morts, petit à petit, dans des scènes déchirantes. Cinq gamins, contre toute une armada de la Légion, sans soutien, sans retour. Mais leur mission a un but,
détruira un robot de la Légion plus puissant. Celui qui a absorbé le cerveau de la personne qui a sauvé la vie de Lena quand elle était plus jeune. Et cette personne, c'est aussi le frère de Shin, Rei, qui est maintenant une voix dans la Légion. Un esprit capturé, intégré dans une machine ennemie, c'était ça le but de Shin. Et après un combat acharné, il lui dit au revoir, en l'achevant, comme il l'a fait pour tous les autres. C'est en même temps la scène la plus cruelle et la plus tendre de la saison 1, parce que la seule façon qu'il ait trouvé pour libérer ceux qu'il aime, c'est de les laisser partir. Shin. 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 Don't you get it? Because the one that's so like Et puis, ils disparaissent, les 5. Portés disparus, officiellement morts. Et Lena, qui hurlait à l'aide de son para-raid, toute seule dans son bureau. Et là, l'anime fait quelque chose que je ne m'attendais pas. Il ne s'arrête pas sur cette fin. 6 mois plus tard, les 5 ont survécu. Ils ont erré en territoire ennemi, et ils ont perdu Fido. Adieu mon pote. Moi personnellement, c'est la mort qui m'a le plus marqué, et oui, je vous permets pas de juger. C'est mes sentiments, c'est moi qui vois. Et ils ont finalement atteint un autre pays. Alors laissez-moi vous présenter la Fédération de Giad. Un pays qui les a accueillis, qui leur a donné une chambre, qui les a nourris, qui leur a juste donné une vie en fait. Et là, l'anime te pose une question que t'avais pas vu venir. Qu'est-ce que tu fais quand on te rend ta liberté alors que t'as passé toute ta vie à apprendre à survivre sans elle? Parce que Shin et les autres, ils savent pas vivre normalement. Le silence d'une vie tranquille les rend anxieux. La routine d'une journée sans combat les étouffe. Ils dorment pas bien, ils regardent les civils comme des aliens. On a survécu, mais on sait pas quoi faire de ça. Et c'est une des phrases les plus vraies de tout l'anime. Et c'est une phrase qui va au-delà de la fiction, parce que la question de quoi faire de sa vie quand on a passé des années à juste essayer de pas mourir, c'est une vraie question pour de vrais gens. Alors, ils font la seule chose qu'ils connaissent. Ils rejoignent l'armée de Giad, sous les ordres du colonel Greutwenzel. Je vous laisse le prononcer comme vous voulez, je pense vraiment que les années 40 ont influencé cet animé. Mais cette personne, c'est une femme qui les regarde comme des soldats, pas comme des fantômes. Mais il faut que je vous parle d'un personnage qui m'a brisé le cœur à la fin. Frederica Rosenfort, une petite fille, ancienne impératrice, et dans une histoire aussi sombre que 86, ce personnage-là, il est très précieux, parce qu'elle rappelle à Shin et les autres que la vie peut aussi ressembler à ça, à juste des moments de joie. Et c'est presque reposant, franchement. Mais la guerre attend pas que t'aies fini de décompresser. La Légion lance une offensive massive sur tous les fronts, tous les pays en même temps. Et au cœur de cette offensive, il y a une arme que l'on appelle le Morpho. Un canon à longue portée d'une puissance dévastatrice, mobile, qui peut raser une ville entière à des kilomètres de distance. Et à l'intérieur de ce canon, une âme que Frederica reconnaît. Kiria Nozen, l'ancien chevalier de Frederica, l'homme qu'elle n'a jamais pu deuiller, capturé par la Légion, transformé en une machine de guerre. Pour Shin, c'est une mission. Pour Frederica, c'est un deuil à faire. Alors les 86 vont faire la seule chose qu'ils savent faire, une mission suicide. Certaines choses ne changeront définitivement pas. Donc la mission est lancée. Elle avance, mais elle coûte. Chaque kilomètre coûte quelqu'un. Et dans ce contexte-là, il y a une conversation entre Shin et Raiden qui est probablement la scène la plus importante de toute la saison 2. Raiden, qui est le seul à qui Shin dit vraiment la vérité, lui dit en face qu'il l'a sur le cœur depuis des années. Il en a marre de le regarder se battre pour tout le monde sauf lui-même. Il en a marre de voir Shin foncer vers la mort parce qu'il pense sincèrement que sa vie vaut moins que celle des autres, qu'il est là pour être utile avant de disparaître. Et Shin ne répond pas, parce qu'il n'a pas de réponse, parce que Raiden a raison.
Et finalement, Shin se retrouve seul face au Morpho, face à Kiria. Mais il y a quelque chose d'inhabituel dans cette confrontation. Shin ne se bat pas vraiment contre une machine. Il parle à quelqu'un qui est coincé, quelqu'un qui ne peut plus partir, quelqu'un à qui personne n'a jamais dit au revoir correctement. Et Shin fait la seule chose qu'il sait faire pour libérer les gens. Avec Frederica qui va pouvoir enfin faire son deuil, ils disent au revoir. Le Morpho s'auto-détruit, Shin disparaît dans l'explosion, c'est la fin. Ou pas, et oui, il a survécu. Non, pas parce que l'anime a besoin d'une happy ending, en plus c'est vraiment le genre d'anime à faire crever tout ce qui bouge comme dans la série Game of Thrones, pas parce que le destin a décidé de lui sourire, parce que pour la première fois, Shin a voulu survivre. Quelque chose s'est dénoué dans cette mission, il n'est pas guéri, il ne le sera peut-être jamais même, mais il a arrêté de marcher vers la mort sans s'en apercevoir. Et dans le dernier épisode, les 5 rentrent à Gilead, ils se recueillent pour ceux qui sont partis trop tôt, et puis on leur annonce leur nouveau commandant. Handler One, Vladilena, Mélisée. Après tout ce chemin, les deux séparément, les deux qui ont grandi, qui ont raté, qui ont essayé, ils se retrouvent enfin, dans une grande scène de retrouvailles, car elle ne les a pas oubliés.